En attendant que tout le monde arrive, on va quand même commencer à présenter ce nouveau format qu'on a décidé de lancer là pour cette première fois aujourd'hui. Donc c'est un format qu'on va appeler les rendez-vous Pléiades qui va avoir lieu euh, dans un premier temps, on espère tous les 3 mois à peu près. C'est pas encore bien calé, hein, mais globalement, voilà, le planning, ce serait dans l'idée tous les 3 mois. Ça va avoir pour but de, premièrement, laisser ouvrir une plateforme d'échange un peu facilitée entre nous et vous sur différentes questions plutôt orientées sur des thématiques ciblées. Et aussi vous présenter les différentes nouveautés du moment, un petit peu qu'on a, enfin, c'est les nouveautés qui sont assez récentes ou pas, en tout cas dans les 3 mois qui, enfin, entre les 3 mois de chaque rendez-vous Pléiade. Euh, Putain, attends. Oui, Parce que, ouais, il je voulais ton truc. n'y a pas de souci. Voilà. Donc, les thèmes seront tout d'abord choisis par nos soins et puis peut-être qu'on aura d'autres manières ensuite de choisir ces thèmes-là. Comme vous avez vu, quand vous êtes inscrit, vous pouviez poser des questions directement, comme ça on peut les préparer et ça structure le début de notre présentation. Mais vous pouvez également aussi poser des questions pendant les rendez-vous, justement, Pléiades, c'est bien l'objectif. Et donc voilà, donc là, on vous a coupé les micros parce qu'on ne savait pas trop combien il allait y avoir de participants et on ne voulait pas que ça devienne un peu une cacophonie. On a prélisté les différentes réponses, enfin les différentes questions que vous avez préposées dans le formulaire, on va essayer d'y répondre. Alors il y en a pas mal qui étaient hors sujet, donc on va pas les aborder. Euh, mais après, si jamais vous avez des questions pas forcément faciles à formuler par écrit, dites-le et on vous donne le micro pour que vous puissiez la formuler plus librement, on va dire. Euh, donc pour nous présenter, donc moi je m'appelle Lou Biurto, ça fait 2 ans et demi que je travaille à Ezuba maintenant. Je suis principalement au support technique, hein. Peut-être que certains d'entre vous on a déjà eu un échange par mail ou par téléphone, et un petit peu sur le côté secteur études et aussi dans les formations, hein. Peut-être aussi que certains d'entre vous m'ont déjà vu en formation plutôt sur la saisie ou sur la STD. Et je suis accompagné de Clotilde. Clotilde de Gloaguin, donc à Isuba Énergie depuis 2019. Et je travaille au secteur études. Donc, on est aussi bureau d'études thermiques et environnementales à Isuba. Donc voilà, on fait des opérations, on peut faire de la maîtrise d'œuvre, on peut aussi faire de la sous-traitance pour des notions notamment de confort thermique. Voilà, on peut faire de la STD pour des bureaux d'études qui n'en ont pas le temps. Et on fait aussi des accompagnements en maîtrise d'œuvre et d'autres études aussi également réglementaires. Donc, alors, on est 31, je pense que c'est bon, c'est correct, hein, on va pas recommencer. Donc, premièrement, on va pour vous présenter deux nouveaux. Ah oui, pardon. Effectivement, juste pour ceux qui ne sont pas, qui ne connaissent pas trop bien les questions-réponses dans Teams, vous avez au-dessus un bandeau. Alors, je peux vous partager mon écran. Hop. Ah, mais il faut que je remette Teams maintenant. Donc, vous avez au-dessus ici un bandeau. Alors, dans les conversations, elles sont bloquées, donc on ne va pas pouvoir les utiliser. Mais dans questions-réponses, on peut simplement. euh, Eh bien, déjà, on peut regarder ce qui est déjà écrit. Enfin, donc, on peut créer donc, un nouveau bloc de questions. Donc, je clique sur poser une question. Je dis ma question ici. Et l'objectif aussi d'avoir limité au module questions-réponses, c'est que si jamais quelqu'un d'autre a un commentaire à ajouter, une sous-question en fait à cette première question-là, ben, n'importe qui peut reformuler ou compléter une question directement en dessous. Donc ici dans cette première ma question, me dire je sais pas moi et aussi quelque chose. Donc en fait, ça va nous permettre à nous de pouvoir voir en fait avoir une question et ses différents c'est les différentes questions sous-jacentes et pouvoir y répondre dans la globalité.
ça permet un peu de mieux structurer, plutôt que les conversations, en fait, on risque de perdre le fil à chaque fois avec les différents commentaires. À chaque fois qu'une question a été répondue, on va pouvoir essayer de bloquer la question ou alors la supprimer complètement si elle est terminée. Ok, bon, alors là, sur ok, très bien. Donc, commençons par les nouveautés. Donc, il y a deux principales nouveautés assez récentes. La première, c'est tout ce qui concerne le service de partage de données. Alors, c'est un service qu'on a mis en place pour faciliter les échanges d'informations de Pléiade, c'est-à-dire donc la bibliothèque ou les résultats de Pléiade, les résultats de calcul, alors vous êtes nombreux à vouloir les mettre sur un serveur directement et donc de les utiliser directement depuis un serveur, mais ça, c'est pas du tout conseillé parce qu'il y a des risques en fait de perte de données en faisant ça. Donc, on a voulu développer un système un service qui permettait de facilement partager ces données Pléiade avec des collègues. Donc, ce service-là, il s'installe on peut le télécharger sur Pléiade, sur notre site internet d'Easy by Energy. Il s'installe sur un serveur et ensuite, on a juste à paramétrer la connexion de chaque poste client, donc de chaque utilisateur, pour pouvoir y accéder. Donc, si on regarde, par exemple, dans Pléiade Résultats, alors juste pour info, alors je ne vous montre pas comment comment est fait le service du côté du serveur, parce que globalement, c'est pas ce qui nous intéresse nous. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le côté utilisateur. Donc, vous avez ici dans les configurations, en fait, la possibilité de l'activer. Et une fois qu'il est activé, si on regarde dans Pléiade Résultats, on va avoir un bouton ici, synchroniser avec synchroniser résultat, qui permet en fait d'aller voir sur le serveur quels sont d'un côté mes résultats en local et quels sont les résultats sur le serveur. Donc là, par exemple, ce projet-là, il est présent sur le serveur. Et si on déroule le contenu de ce projet-là, en fait, on voit bien qu'il y a cette variante-là qui est présente sur le serveur, mais toutes les autres variantes sont présentes en local. Donc si jamais j'ai envie de partager n'importe quel dossier, par exemple ce dossier qui s'appelle corriger, et j'ai envie de le partager à mes collègues, plutôt que de le mettre sur une clé USB ou de leur envoyer, ou alors ou leur envoyer par mail, je sais pas quoi, j'aurais juste en fait à faire envoyer ici la variante cochée vers le serveur. Et du coup, tous mes collègues qui seront connectés à ce service-là verront ce dossier ici corrigé et pourront, eux, de leur côté, faire récupérer les variantes cochées. Donc, ça permet voilà, d'échanger assez facilement les différentes informations donc de résultats de calcul. On retrouve la même chose avec la bibliothèque de Pléiade. Voilà, elle s'ouvre. On retrouve la même chose ici, synchronisée avec le serveur, où en fait, on va pouvoir aller partager donc n'importe quel élément qui est en bibliothèque. Si on regarde des compositions, par exemple, alors là, il y a des compositions. Si on regarde formation plus c'est moins, il y a des alertes en rouge parce qu'il y a une composition qui est présente sur ma machine locale qui a le même nom que la composition qui est présente sur le serveur. Oui. Ah non, c'est clair. Voilà, donc deux compositions qui ont le même nom, mais qui du coup n'ont pas la même date. Donc en fait, elles sont affichées en rouge pour dire attention, elles ont le même nom, mais elles n'ont pas la même date de modification, donc potentiellement elles sont différentes. Et on peut aussi aller les comparer une à une, ici en tout cas sur comparaison, comparer les différentes ici compositions. Et de la même façon que les résultats, on peut sélectionner un dossier et l'envoyer vers le serveur ou l'inverse, récupérer ici tout un dossier et l'envoyer en local. Donc j'ai fait une petite vidéo de présentation globale de ce service-là qui rentre un peu plus dans les détails que cette présentation assez sommaire. Je vous invite à aller la voir si vous voulez, elle est sur notre chaîne YouTube Easy by Energy. Voilà, c'est juste une petite présentation sommaire de ce service-là. Bien sûr, c'est un service gratuit, hein, il est pas, c'est juste un petit service qu'on a développé en plus. C'est pas un module particulier, etc. Il suffit d'aller le télécharger au même endroit où vous téléchargez la première fois Pléiade sur notre site internet. Deuxième nouveauté, c'est l'import des ponts thermiques via Conducteo. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Conducteo, c'est un petit logiciel, c'est un logiciel de modélisation de ponts thermiques.
Alors malheureusement, je l'ai pas, on s'est rendu compte de ça tout à l'heure, je ne l'ai pas installé sur cet ordinateur-là, donc je ne peux pas vous montrer à quoi il ressemble, mais dans l'idée, tapez Conducteo sur Internet et c'est un logiciel libre de droit. Euh, donc vous avez juste à modéliser un pont thermique, faire des calculs en fait en 2D ou en 3D du, en 1D, pardon, en 1D ou en 2D du pont thermique. Et une fois qu'il est enregistré, que le calcul a été lancé, vous avez le résultat de la valeur du pont thermique. Et dans Pléiade, en fait, on va pouvoir tout simplement venir l'importer. Donc si j'ouvre pardon, hop. Si j'ouvre un modeleur et que je vais dans la bibliothèque, alors attendez, je vais mettre hop, ça. J'ai ici un nouveau bouton qui s'appelle Import Conducteo. Et je vais pouvoir donc aller chercher un fichier Conducteo. Alors là, hop, je crois que je suis sur le bureau. Alors, via Conducteo, on enregistre des fichiers qui sous l'extension C2D. Donc ça, c'est directement le fichier Conducteo, hein. C'est pas, enfin, c'est pas un, comment dire, c'est pas un export vers un format particulier. C'est vraiment le fichier Conducteo qui est enregistré. Donc là, j'ai modélisé, moi, dans Conducteo, un pont thermique de plancher haut avec un acrotère. Donc je vais l'importer ici dans Pléiade. Et en fait, donc ça, c'est ce à quoi ressemble mon pont thermique, enfin ma modélisation. Donc on a un pont de plancher haut avec un acrotère ici, avec une isolation par l'intérieur ici, là, et un petit peu d'enduit extérieur. C'est un pont de ce type-là. Là, on a le choix de prendre l'image. Donc ça, c'est l'image du calcul euh, de Conducteo, où on voit en fait les différentes lignes de température, hein. Je crois que c'est 25 degrés intérieur et 0 degré extérieur. Donc on voit comment se disperse la chaleur. Et en fait, voilà, on a juste le choix de prendre pour l'image du pont thermique, hein, qui apparaîtra dans les rapports, une des deux au choix. Donc je vais prendre celle qui est modélisée ici. Et ensuite, on récupère tout simplement la valeur du psi de ce pont thermique-là. On a juste à faire OK. Et du coup, on a importé notre pont thermique directement depuis Conducteo en récupérant les images, etc. Donc, voilà, c'est une petite nouveauté qui a été demandée depuis quelques temps, donc voilà, ça a été fait. Euh, pardon. Donc voilà pour les démonstrations ah, pardon, hop, je mets juste ça de côté. J'ouvre juste le fil des questions. Alors, donc parmi les différentes questions que vous nous avez posées, donc je vais répondre aux 4 questions qui ont été posées, puis après je vous laisse libre cours sur les différentes questions-réponses. Je ne sais pas s'il y en a, je pense qu'il n'y en a pas encore, mais N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, à les écrire. voilà. Donc je répète le thème de ce premier rendez-vous-là, parce que je me suis rendu compte que c'était peut-être pas hyper clair. Ce que nous on appelle saisie dans Pléiade, c'est vraiment la saisie graphique, donc tout ce qui va être dessin 2D et du coup projection 3D. C'est vraiment pas ce qui est module de calcul. Donc c'est comment modéliser, enfin comment bien dessiner, je sais pas moi, des planchers intermédiaires, des toitures, des fenêtres, mettre des doubles fenêtres, des choses comme ça. Euh, Ça peut aussi conduire un petit peu à toute la gestion de la bibliothèque, comment créer différentes compositions, des compositions multiples, etc. Mais c'est vraiment pas du tout axé module de calcul. Je précise parce qu'il y a pas mal de questions dans le formulaire qui ont été axées plutôt module de calcul. Et donc, c'est pas l'objectif de ce premier rendez-vous. Donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure du fil. Donc, parmi les premières questions qui ont été posées dans le formulaire, on a une question qui est revenue plusieurs fois sur comment importer un fond de plan depuis un système d'information géographique ou depuis Street View, par exemple. Alors, ce qu'on fait habituellement pour importer un fond de plan, euh, on va aller dans Plan, on va aller dans Situation ici. Et en fait, on retrouve ici donc une cartographie d'OpenStreetMap qui contient beaucoup d'informations, notamment de tout ce qui est le contour, en fait, le plan cadastral des différents bâtiments. Parfois, si on est dans des centres-villes de villes d'assez grande taille, parfois la hauteur des différents bâtiments.
les différentes rues, parfois les arbres. Donc en fait, on va pouvoir récupérer toutes ces informations-là. Si par exemple, je vais dans le centre de Paris, n'importe où, ça peut être, on va cibler un bâtiment, par exemple ce bâtiment-là. On va un petit peu élargir le champ des différents masques qui sont importés. Donc là, les masques 25, 23, 17 seront, 18, etc. seront importés. Et on va avoir des options de ce qu'on souhaite récupérer ou pas. Alors déjà, il y a deux distances. Il y a la distance d'import des masques et la distance ici d'import du fond de plan. Je vais le mettre un peu plus grand. Donc c'est la deuxième distance, c'est ce qu'on voit ici délimité par les angles rouges. Ça, c'est juste pour avoir sur la 3D en fait une vue de l'ensemble du fond de plan de l'environnement urbain. Donc soit on a l'information depuis OpenStreetMap de la hauteur des masques, soit on leur met une hauteur par défaut de 10 cm. Ça, c'est surtout pour les visualiser facilement en fait. On va rapidement voir les masques qui n'ont pas récupéré de hauteur. Et dans ce cas, on va aller devoir nous-mêmes indiquer leur hauteur. Après, il y a des sites internet, hein, même je crois qu'il y a le site d'OpenStreetMap sur lequel nous, on n'arrive pas forcément à récupérer les informations des auteurs des masques, mais sur leur site directement, on peut l'avoir assez facilement. Donc, si jamais il y en a qui ne sont pas importés automatiquement, c'est pratique d'aller y faire un tour. Parfois, on peut récupérer plusieurs niveaux. Donc là, on met la hauteur moyenne des niveaux. On peut aussi, donc là, c'était une autre question, récupérer le contour du bâtiment. Donc là, si on zoome, on voit que ce bâtiment en forme un peu de L ici, là. On peut récupérer en fait le contour du bâtiment comme si on l'avait nous-mêmes déjà saisi. Pour faire ça, il suffit de cocher Importer dans le plan. Et on va laisser cocher Correction de l'orientation du nord pour qu'en fait, Pléiade automatiquement mette le dessin de manière orthonormée. Donc en fait, la paroi ici qui est un petit peu en diagonale, elle va normalement se mettre droit et on va modifier l'orientation du nord pour que ça corresponde avec le fond de plan. Bon, après, je passe un peu sous silence les informations ici. On récupère aussi l'altitude du site, le département. Donc ça, c'est pour tous les calculs réglementaires. Ben, on aura directement le département et la zone climatique H1A en l'occurrence. Zone cadastrale, enfin référence cadastrale aussi, ça peut être intéressant. L'import de l'horizon, alors ça prend un petit peu de temps, je vais le décocher. De toute manière, à Paris, il n'y a pas vraiment d'horizon qui fait des masques, donc je n'ai pas forcément besoin de le cocher, mais sachez que ça importe aussi, on peut l'importer automatiquement depuis ici. Et route et arbres, on va les laisser. Donc là, une fois que je fais OK, il réfléchit un petit peu le temps de récupérer les informations. Et ça, c'est ce qui m'a importé directement depuis depuis OpenStreetMap. Alors là, on voit qu'il a peut-être importé un peu trop parce que en fait, tous ces bâtiments-là, ils sont collés. Donc lui, il n'a pas compris que notre bâtiment à nous, c'était uniquement celui délimité par ce périmètre-là. Dans les données d'OpenStreetMap, en fait, il n'a pas fait, enfin, il n'avait pas en sa possession les informations qui lui permettaient de couper ici le bâtiment, Donc en fait, il nous a importé l'ensemble. C'est pas très grave. Il suffit que nous, on vienne le supprimer, supprimer ici tout ce qui est en trop. Et on va pouvoir du coup garder uniquement le bâtiment là en forme de L qu'on avait. Et dans l'environnement urbain, on retrouve bien donc tous les masques qui sont autour, enfin tous les bâtiments qui sont autour, et vous avez que certains ont une hauteur, donc 5,4, 13,50 m par ici, mais la plupart ont 0,1 m de hauteur. C'est-à-dire que d'habitude à Paris, c'est un peu mieux, il y a un peu plus d'informations que ça, mais là il y a beaucoup de bâtiments qui sont à 0,1, donc il va falloir nous-mêmes aller récupérer quelque part ou faire des mesures sur place de la hauteur des masques proches. Tous les masques qui sont ici, là, comme je les ai supprimés, en fait, ils n'ont pas été récupérés comme des masques proches, ils ont été récupérés comme des pièces dans le plan. Donc, plutôt que de les supprimer comme ce que j'ai fait tout à l'heure, en fait, on aurait pu directement dire, définir ces masques-là comme étant, enfin, définir ces pièces, pardon, comme étant des masques proches, et donc pas quelque chose que je souhaite modéliser. Dans ce cas-là, en fait, on peut dire ici, définir cette pièce comme un masque proche, et cliquer ici, et ça la transforme automatiquement en masque proche et plus en pièce classique. Attention par contre, le problème de ça, c'est qu'un masque proche ne peut pas toucher le bâtiment. Si on a un masque proche, enfin un autre bâtiment qui est hors modélisation, mais qui touche dans la réalité notre bâtiment, il va falloir quand même appliquer un contact pour ce bâtiment proche. Mais par contre, on ne peut pas
faire toucher ici là, un masque proche, lui faire toucher le bâtiment, sinon il va y avoir le logiciel va mal comprendre le contact qui est en place. Du coup, ce que je vous invite à faire quand vous avez un cas comme ça, là, d'une pièce qui touche une autre pièce, mais que celle-là, la pièce 11 d'ici, là, elle est hors champ d'étude, on va juste ici retracer, alors assez proche, hein, il suffit juste que ce soit pas collé. On retrace la pièce pour la désolidariser de notre étude. Et ensuite, tout le reste, on peut le définir comme étant un masque proche. Donc là, je vais sélectionner ces bâtiments-là. On pourrait dire que c'est des masques proches. Et donc là, j'aurai bien mon bâtiment modélisé ici et le reste en masque proche. Alors là, ils ont tous une hauteur de 0,1 m. Je peux les modifier assez facilement. On va dire qu'ils font tous 10 mètres, par exemple. Hop. Ça. Et voilà. Donc là, ils font tous 10 mètres. Si je regarde sur ma 3D, alors je n'ai pas mis de composition. Alors je vais juste mettre une composition par défaut pour que la 3D soit un peu plus réaliste. Et je vais bien, donc mon bâtiment, alors là, il fait qu'un étage de 2,50 m, et tous les masques proches qui sont tout autour, donc ils font 10 mètres. Donc voilà comment on peut récupérer via OpenStreetMap assez facilement les masques proches, ou alors même la géométrie, enfin Périmètre extérieur. le périmètre extérieur du bâtiment modélisé. Attention, ce périmètre extérieur, il vient d'un plan de cadastre. Donc, parfois, il peut avoir évolué, et parfois, il peut ne pas être 100% représentatif de la réalité. Donc voilà pour cette première question. Après, on a pas mal de questions sur les fonds de plan. Alors, pas pour les fonds de plan de l'environnement urbain, mais pour les fonds de plan d'un bâtiment, quand on modélise un bâtiment. Donc, si jamais vous n'avez pas de DWG qui vous sont fournis, vous pouvez utiliser des fonds de plan d'images toutes simples. Alors, la grande question qui est souvent posée, c'est est-ce qu'on peut importer un PDF comme image de fond de plan? Et la réponse est non, les PDF ne sont pas supportés, simplement parce qu'en fait, il y a plein de types de PDF et de formats de PDF différents, et en fait, c'est assez complexe de tous les traiter. Donc, ce qui a été retenu comme choix, c'est de récupérer tous les formats d'images, mais pas les PDF. Donc après, il suffit de convertir les PDF en images, et vous pourrez très bien apporter une image. Je vais vous faire juste un exemple sur comment faire dans le cadre où si on a par exemple un fond de plan DWG, donc là je vais aller importer par exemple mon rez-de-chaussée en DWG. Oui. Donc là je récupère un DWG en tant que fond de plan. Et donc je vais tracer juste un premier rectangle pour définir le gros de la maison. Donc, je ne vais pas dessiner le garage. Par contre ça trace à l'intérieur, je vais juste. Ouais, hop. Hop là, voilà. Donc là on a tracé juste le périmètre de la maison. Et imaginons qu'on ait donc une maison sur 2 niveaux, et donc que ce périmètre-là il soit parfaitement à l'aplomb entre le R+1 et le rez-de-chaussée. Donc je vais pouvoir copier ce rez-de-chaussée sur le R+1, et j'ai envie d'apporter mon fond de plan du R+1 pour délimiter les cloisons intérieures, parce qu'on n'a pas, bien sûr, on n'a pas les mêmes cloisons intérieures qu'au rez-de-chaussée. Malheureusement, je n'ai pas le DWG de mon R+1, j'ai qu'une image. Donc je vais quand même pouvoir ouvrir une image donc, en JPG. Et là, on voit que l'image, premièrement, elle n'a pas la bonne taille. Le rectangle de la maison est plus petit. Et en plus, elle n'est pas au bon endroit. Donc, ce que je vais pouvoir faire, c'est déplacer cette image et surtout la réajuster, en fait, la redimensionner pour qu'elle coïncide bien, que ce rectangle-là coïncide bien avec le rectangle que moi, j'ai déjà dessiné, que j'ai recopié depuis le rez-de-chaussée. Donc, je vais pouvoir cliquer sur Ajuster pour pouvoir la décaler où je veux. Le problème, comme c'est une image comme c'est une image JPG, j'ai pas d'accroche. Si je faisais la même chose en bas, j'aurais des accroches magnétiques, on peut le voir ici avec le petit rectangle rouge, sur mon fond de plan directement. Mais là, comme c'est une image, j'ai pas d'accroche, donc c'est un peu plus délicat de travailler dessus, mais ça reste complètement faisable. On a ici une échelle X et Y, donc c'est mieux de les lier, hein, sinon vous allez déformer votre image. Et on va devoir
agrandir un petit peu l'échelle pour que ça atteigne la bonne taille. Alors on peut y aller un petit peu à tâtonnement, hein, avec 8, on voit que 8 c'est un peu trop grand. 5 c'est un peu trop petit, bon bah à tâtonnement on va, enfin je l'ai pris, je sais que moi c'est 6.2. Et on va pouvoir le recentrer un peu mieux, donc là on va mettre bien dans l'angle. Donc là j'ai bien recentré mon fond de plan d'image qui n'avait pas du tout la même échelle et qui était déplacé par rapport à mon fond de plan du rez-de-chaussée. Et là, je vais pouvoir continuer à tracer les parois intérieures ici, par exemple, etc. Donc voilà, on peut utiliser des WG ou des images. Il faut aussi savoir que, alors je ne vais pas faire l'essai moi-même, mais parfois on a des DWG qui n'ont pas d'accroche magnétique, ou alors on peut aussi convertir des fichiers PDF en DWG, mais c'est rare de récupérer l'accroche magnétique. Mais j'ai eu vent qu'il y avait un logiciel qui s'appelle non, pas Archicad. Alors, pardon, j'ai un petit trou de mémoire. Je vous redonne le nom du logiciel dans une seconde. Voilà, c'est GStarCAD. GStarCAD, c'est écrit, je vais vous l'écrire euh, ici, Une pièce, en nom de pièce. il est là. Ça s'écrit GStarCAD. Et c'est un logiciel qui permet justement de convertir des fichiers un peu DWG, PDF, etc. Et on peut récupérer l'accroche magnétique. Enfin, en tout cas, quelqu'un m'a dit qu'il avait converti un PDF en DWG et qu'il avait ensuite réussi à récupérer l'accroche magnétique sur ce DWG. Donc voilà, ça peut être utile si jamais vous êtes souvent mené à avoir beaucoup de PDF, si vous êtes dans de la réno par exemple, que c'est rare d'avoir un DWG, ça peut être pas pratique. Ok, donc voilà pour cette petite astuce là sur les fonds de plan images. Donc dernière question où il y a une petite liste de questions à l'intérieur qui était donc une question aussi, je crois qu'il y en a eu plusieurs des questions comme ça, de comment modifier une surface saisie précisément. Là on voit que dans mon dessin, je vais enlever juste le fond de plan, j'ai deux pièces ici qui font 26,6 mètres carrés et 22,7 et une qui fait 50,56, donc en fait j'ai 2 fois 50,56 mètres carrés, je vais supprimer ça pour que ce soit plus facile. En réalité, mon bâtiment, il fait 50 mètres carrés tout pile. Je l'ai mesuré, il fait 50 mètres carrés. Je vais vous montrer dans la RE 2020, par exemple. Donc, si je mets mes pièces dans mon groupe, le logiciel, lui, il va forcément calculer automatiquement une chab qui est donc de 101 mètres carrés, 12, parce qu'il récupère la surface qui est renseignée ici. Mais si vous connaissez parfaitement la surface de cette pièce, on ne va pas pouvoir forcer la surface de cette pièce-là en disant ben non, c'est pas 50,56, c'est 50 tout pile. Parce que cette surface-là, en fait, elle sort pas de nulle part. Elle sort de la modélisation 3D de la pièce, de la longueur de ses parois. Hein. Si on affiche la longueur des parois, c'est bien, on récupérera bien les 50,5 cm². Donc si on modifie cette surface-là, ça veut dire que les longueurs de parois deviennent incohérentes. En revanche, si vous voulez vraiment lancer un calcul avec une surface, avec une chab que vous maîtrisez, vous pouvez très bien la modifier ici à la main et de dire, ben non, ça fait tout pile 100 mètres carrés. Alors effectivement, il y aura une petite approximation sur la surface des palitives. C'est pour ça qu'il faut faire attention à toujours avoir une modélisation qui est très proche en termes de surface de la réalité. Mais c'est OK d'avoir en fait une très légère différence de quelques dizaines de mètres carrés, en tout cas sur des surfaces-là. Tu voulais montrer aussi la création d'un segment avec une longueur précise. Oui, c'est vrai. C'est vrai que donc, on ne peut pas modifier les surfaces précisément, mais par contre, on peut dessiner précisément des segments, pardon. Donc, il suffit qu'en fait, plutôt que d'essayer avec là la petite info qui me dit qu'on là on est à 1,4 mètres, plutôt que d'essayer de tomber tout pile sur une valeur, on peut simplement taper sur le pavé numérique 5 mètres, faire entrée, et là, ça m'a fait un trait qui est parfaitement à 5 mètres. Si je fais le même ici de 7.9, ben, en fait, je vais avoir refait une pièce ici qui fait 5 mètres par 7.9. Donc, on ne peut pas gérer les surfaces
parfaitement, mais on peut très bien dessiner des segments qui ont une longueur stricte et donc du coup récupérer une surface qui correspond parfaitement à ce dont on a envie. Ensuite, on avait une question sur le fait de préciser que cette paroi, par exemple, ne donne pas sur l'extérieur. Alors, je ne sais pas trop comment interpréter la question, mais c'est toute la question des contacts de paroi. Si cette paroi ne donne pas sur l'extérieur, mais donne sur, je sais pas moi, un local non chauffé ou alors un bâtiment, je sais pas si là je dessine une maison et qu'il y a une maison mitoyenne à coller qui est là, mais qui est pas du tout dans mon périmètre d'études, ou alors que c'est un parking souterrain par exemple, ou enfin peu importe, ou même de la terre, hein, si ma maison elle est à moitié enterrée, peu importe. S'il y a un contact différent de l'extérieur, je vais avoir le choix en fait d'appliquer ici toute une palette de types de contacts. Alors les contacts, ça c'est un outil qui est à chaque fois inhérent au calcul que l'on veut faire derrière. Si c'est un calcul d'RT12 ou RE 2020, on va avoir différents types de contacts qui ne sont pas nécessairement les mêmes en DPE ou en STD ou en module de dimensionnement de chauffage, etc. Donc à chaque fois, vous avez ici des contacts avec une petite icône pour vous rappeler quel type de calcul, enfin, à quelle méthode de calcul il fait référence. Si j'affiche un petit peu plus, par exemple, j'affiche le DPE et le DPE, c'est bien, et les RTX, les dimensions de chaud, pardon. On va retrouver ici, en fait, dans les contacts, 3 logos pour dire que le contact extérieur par défaut, il va être pris en compte dans les 3 modules de calcul. Par contre, si je mets un contact comble, ça va pas nécessairement être le même en réglementaire qu'en DPE. Donc il va falloir ici aller modifier dans les contacts, par exemple, dans les contacts THBAT, comble. Je vais pouvoir avoir le comble par défaut, mais je peux aussi rajouter d'autres types de combles avec ici un type de toiture à préciser. Voilà, donc ça, c'est les contacts à mettre sur les parois, mais on peut les mettre aussi sur les planchers. Par exemple, le contact sol, je peux très bien le mettre sur ce plancher pour dire que celui-là, il est en vide sanitaire, par exemple, et celui-là, il est en contact sol. Mais si j'ai une paroi enterrée, je peux très bien dire que cette paroi-là, elle est en contact avec le sol aussi. Attention, en revanche, à ne pas tomber dans l'erreur de dire si jamais, imaginons que ça, c'était un local à vélo, par exemple. Donc là, on a la surface chauffée de mon calcul. Et là, j'ai un local à vélo, mais le local à vélo, il a une paroi sur le côté ici, mais cette paroi-là, elle est ouverte, tout simplement, ou alors elle est très, très, très fortement ajourée. Il ne faut pas se dire qu'on peut définir le statut de cette paroi comme étant une paroi ouverte et dire, très bien, en fait, j'ouvre cette paroi. Comme ça, dans ma 3D, ça ressemble bien, il y a bien une paroi ouverte parce qu'en fait, c'est mon local à vélo qui est ouvert sur l'extérieur. Mais ça, c'est une erreur parce que thermiquement, une pièce qui est ouverte vers l'extérieur, c'est l'extérieur en fait. On ne modélise pas cette pièce-là qui correspond à mon local à vélo comme une pièce grande ouverte sur l'extérieur, mais tout simplement en fait, on ne va pas modéliser du tout la pièce. On supprimerait cette pièce-là et on mettrait à la limite, en fait, on mettrait même pas de contact parce que le local à vélo, s'il est très, très ouvert sur l'extérieur, c'est l'extérieur. Donc, ce mur-là, il est en contact avec l'extérieur et non pas avec mon local à vélo. Pardon, j'enlève. Et non pas avec mon local à vélo. Ça, c'est une erreur qui est assez couramment faite. On peut dire que cette paroi est ouverte sur l'extérieur, mais que et uniquement dans le cas où on est sur une extension, par exemple. Si j'avais ici toute une maison et ça, c'était mon extension de maison, en fait, la paroi qui est entre l'extension et la maison, elle est adiabatique, elle est non dépadative. Et uniquement dans ce cas-là, je peux saisir cette paroi ouverte ici, et en fait, elle ne sera pas envoyée au moteur de calcul. Et donc, si elle n'est pas envoyée au moteur de calcul, elle est non dépadative, et donc on a le droit de le faire, mais uniquement dans ce cas précis. Sinon, tout le reste, ça passe par des contacts. Et donc, un contact vers un local non chauffé, donc là, si mon local à vélo, il n'était pas ouvert, mais il était bien fermé, et bien, soit en fait, je modélise mon local à vélo et je le saisis comme un espace tampon, soit je ne modélise pas mon local à vélo et j'applique un contact
de type mitoyen. Et je vais aller préciser, par exemple, ici, là, dans les contacts mitoyens, je vais aller, enfin, je vais pouvoir mettre un contact mitoyen ici. Et après, je vais devoir définir donc le type de mitoyenneté. Est-ce que c'est un mitoyen vers un, est-ce que c'est un garage, est-ce que c'est un, je sais pas, un local, une dépendance, etc. Et voilà, dans les deux cas, soit on applique un contact à la paroi qui donne vers l'espace tampon, soit on dessine l'espace tampon. Mmh. Tu veux, je te coupe un peu en lien avec ce que tu montres là. Il y a une personne, donc Manuel Baudet, qui demande comment on gère les parois semi-enterrées. Alors, pour les parois semi-enterrées, j'enlève le fond de plan, je pense que c'est un peu plus lisible. Imaginons que ici, cette paroi-là soit semi-enterrée. C'est-à-dire que je sais pas, le sol ici, il est à 0 et il monte ici à 2,50 m par exemple. Donc en fait, toute la paroi, si je la regarde en 3D, toute cette paroi-là, en fait, il y a une diagonale d'ici à ici qui est enterrée dans le sol. Parce qu'on a un sol en pente, par exemple. Donc pour faire ça, en fait, on peut appliquer un contact sol. Si je clique sur sol, on peut appliquer un contact sol à cette paroi-là, mais c'est à l'ensemble de la paroi. Et on ne peut pas préciser en fait une hauteur du contact du sol. On ne peut pas dire qu'en fait le sol il est que à partir de 1 mètre, par exemple. Ce qu'on peut faire en revanche, c'est de se dire, OK, là mon sol, enfin, ma paroi, elle est à 50% en contact avec le sol, puisque en fait ça part de 0 jusqu'à 2,50 m. Bah, ça coupe la paroi en deux, donc en fait il y a autant de surface qui est en contact avec l'extérieur que de surface qui est en contact avec le sol. Donc si jamais il y a 50% de ma paroi qui est enterrée, en fait je vais simplement ici ajouter un trait à 3,20 m, un point de construction à 3,20 m. Et là, comme j'ai deux parois de 3,20 m plutôt qu'une paroi de 6,40 m, je peux appliquer un contact sol à une des deux parois. Et du coup, en fait, en termes de surface, si je regarde sur la 3D, tac, tac, contact, ici, j'ai bien un contact avec l'extérieur, on voit ici, et ici, un contact avec terre-plein, donc c'est-à-dire le sol. Et donc, en fait, que ma surface elle soit en diagonale ici, avec le contact sol d'un côté et le contact extérieur de l'autre, ou alors coupé verticalement comme ça, dans les calculs, ça revient strictement au même. Mais ce qui est important dans les calculs, c'est d'avoir la bonne surface en contact avec le sol et la bonne surface en contact avec l'extérieur. Donc voilà, enfin, en gros, ça c'est l'astuce pour définir une paroi qui serait semi-enterrée. Donc là, j'ai mis 50%, hein, mais dans votre cas, c'est peut-être 20%, 30%. Il faut juste placer le point de construction ici, euh, en fonction de si c'est 20%, 10% qui est enterré ou pas. Euh, Les demi-niveaux. une autre question qui revient assez fréquemment, c'est sur les demi-niveaux. Comment modéliser donc un bâtiment? Alors, je vais laisser le contact sol, c'est pas très grave. Comment modéliser un bâtiment qui serait sur plusieurs niveaux, plusieurs hauteurs sous plafond? Alors, je vais juste un petit peu reprendre. Non, c'est bon. La scie, elle est bonne comme ça. Admettons par exemple qu'on ait. Hop, on ait trois maisons à coller. Alors, c'est des toutes petites maisons, mais pas très grave. Admettons qu'on ait trois maisons à coller comme ça. Je vais juste faire la même chose, le mettre à l'étage. Donc, on a notre maison pièce 2 et pièce 3, qui sont toutes les trois à coller. Et elles sont sur un terrain en pente. Donc, en fait, celle-là, celle du milieu, elle est surélevée de 50 cm. Et celle d'en haut, elle est surélevée de 50 cm aussi. Donc, en fait, ça fait, si on regarde, si on enlève le sol et qu'on regarde vue de coupe des trois maisons, ben, en fait, ça fait un petit peu comme un escalier. Donc, pour faire ça, en fait, on va pouvoir modifier la hauteur des dalles. Donc ça, c'est aussi une nouveauté alors, qui date de, je sais pas, moi, de septembre ou octobre de l'année d'avant, de 2023. Donc en bas ici, la feuille hauteur des dalles, on va pouvoir en fait modifier. On voit que là ici, le décalage plancher, pour l'instant, il est à +0 partout. Et avec ce premier outil, je vais pouvoir le modifier. Donc si je mets 0,5, dire que ce plancher-là du milieu, il est surélevé de 50 cm. Et je mets 1 pour celui d'en haut.
L'altitude ici, ça prend en compte l'épaisseur du plancher bas. Donc on a bien 0, 0,5 et 1 mètre. Donc si je regarde sur la 3D, on voit maintenant, alors pardon pour les couleurs un peu flashy, mais hop, on se met en état de surface. On voit qu'on a bien donc, notre première maison qui est collée au sol, et ensuite la première, la seconde et la troisième qui sont surélevées. Alors on ne représente pas le sol dans la 3D, le sol il est toujours plat, mais ça en fait ça sera bien en contact avec alors là c'est un contact vide sanitaire par défaut, mais pardon, j'enlève juste le sol pour pouvoir aller voir. Tout ce qui est ici, ça sera en contact avec du vide sanitaire. Et on voit par contre qu'on a ici une petite bande de composition, ici et là. Alors je vais juste changer l'affichage. Je peux me mettre en filaire. On voit que cette petite bande ici, là, en fait, c'est la bande qui correspond au bas du mur de ce plancher-là. Par exemple, là, il y a le bas de mur. J'arrive pas à sélectionner ici le bas de mur. Et puis après, il y a la paroi mitoyenne. Donc ce bas de mur, si ça se trouve, enfin, et souvent, il n'a pas la même composition que le reste du mur. Donc la cloison qui sépare l'air d'un côté et l'air de l'autre des deux maisons ici, n'est pas nécessairement la même que la cloison en bas de cette maison qui donne sur le vide sanitaire sous cette maison-là. Donc pour changer cette composition particulière, toujours dans la feuille ici, hauteur de dalle, on retrouve changer la composition des parois, mais là on a le choix uniquement de modifier la composition du bas de paroi de cette cloison séparatrice. Et donc si on modifie ici, par exemple, on ne dit pas que c'est une paroi interne, on dit que c'est un mur, mais dans la 3D, cette bande-là, c'est bien ici une composition mur qui est différente de la composition paroi interne qui était par défaut. Voilà comment distinguer ce bas de cloison séparatrice. En revanche, dans ce que je viens de faire là, j'ai surélevé de 50 cm et de 1 mètre mes maisons ici, et par contre, si je regarde dans la totalité, la hauteur sous plafond ici, elle est plus que de 1,50 m. On avait 2,50 m par défaut de hauteur sous plafond avant, et là on a surélevé de 1 mètre, donc ici j'ai 1,50 m sous plafond. Et dans la réalité, c'est pas ça. Dans la réalité, l'escalier qui est en bas, il est aussi en haut. En fait, les toitures, elles vont suivre l'escalier. Donc ce qu'il faut faire, c'est modifier la hauteur du niveau aussi à l'étage, donc 1 mètre pour ici et 0,5 pour là, et aussi dans la toiture. On va devoir appliquer ici une toiture pour la surélever de 50 cm, puis de 1 mètre. Là, je vais devoir préciser que c'est une toiture inclinée, alors même si elle est plate, mais elle est différente de 0. Et là, pareil, avec 1 mètre. Donc là, normalement, si je regarde dans la 3D, j'ai bien mon escalier du bas qui se reprend ici sur les planchers intermédiaires et que je reprends aussi sur la toiture. Donc j'ai bien mes 2,50 m d'hauteur sous plafond sur mes 3 maisons et sur mes 3 étages de maison. Mais par contre, j'aurai bien le contact vide sanitaire ou contact sol ici sur les différents planchers. Voilà à quoi sert cet outil hauteur de dalle. Il faut bien penser que c'est juste, enfin, il porte bien son nom, c'est hauteur de dalle. Il ne permet pas de modifier le plafond en fait d'un niveau. C'est juste la dalle intermédiaire ici ou la dalle basse qui peut être montée. On ne peut pas diminuer une dalle intermédiaire. On peut que la surélever. Voilà sur cette question de hauteur des dalles. Pour les modes de chauffage, il faut mettre des pourcentages de la surface, si possible, d'indiquer des pièces à la place. Eh bien non. Pour l'instant, en calcul réglementaire, on a des ratios surfaciques à présenter lorsqu'on a plusieurs émetteurs dans un même groupe. Et pour l'instant, il faut bien écrire la répartition des surfaces pour arriver bien à 100% du groupe. Donc pour l'instant, vous pouvez le faire à partir des tableaux de composants, ici, pour récupérer la surface de vos pièces. Et ensuite, depuis la surface de vos pièces, vous pouvez calculer votre ratio surfacique que vous allez mettre dans vos différents émetteurs. Voilà.
Donc pour l'instant, on ne propose pas de cocher des pièces pour dire OK, le radiateur électrique il est en salle de bain et l'émission qui est liée au poêle à bois, ça va être toutes les autres pièces. Et alors, c'était une question qui était un petit peu en dehors de la saisie géométrique, mais finalement qui est assez lié à la saisie. Quand on crée un émetteur ici, on a la possibilité de renseigner ses ratios en fait surfaciques. Est-ce que cet émetteur il dessert 100% de mes pièces ou est-ce que en fait j'ai deux émetteurs, il y en a un qui fait telle pièce et l'autre qui fait telles autres pièces. Effectivement, ici c'est juste un pourcentage à renseigner. On ne peut pas dire cet émetteur, on ne pourrait pas cocher il dessert cette pièce et cette pièce, mais pas la 4 et 5. Donc en fait, bah, l'astuce, c'est juste de récupérer les surfaces de ces pièces-là et de faire le ratio sur la surface globale du groupe. Et vous pouvez vous utiliser les tableaux pour ça. Dans le tableau des pièces, on récupère l'ensemble des différentes surfaces de pièces. Euh, mais effectivement, c'est, oui, bon, je ne suis pas dans mes pensées. Comment indiquer les ponts thermiques dans la version DPE Audit? Oui, donc vous êtes nombreux là à faire des audits, c'est un peu le boom du moment. Si j'ai fait, ok, quand on coche ici le module DPE, enfin DPE audit, euh, on a ici une case cochée par défaut, utilisation des ponts thermiques par défaut de la méthode. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la méthode de 3CL, les ponts thermiques, en fait, il y a tout un tas de ponts thermiques par défaut, et on peut très bien utiliser uniquement tous les ponts thermiques par défaut. Et ils sont pas exhaustif, mais il y a certains ponts qui n'existent pas dans cette méthode par défaut. Par exemple, les ponts de plancher intermédiaire avec balcon, ils ne sont pas considérés, c'est juste des planchers intermédiaires. Mais en tout cas, vous pouvez les utiliser les utiliser par défaut. En revanche, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser les ponts thermiques par défaut, mais aussi laisser la possibilité de compléter avec votre propre bibliothèque de ponts thermiques. Et donc là, il faut cocher cette case-là pour le faire. Donc si je regarde, alors il faut que je mette ok, donc toutes mes pièces sont bien dans ma zone 1 pour le calcul de DPE. Et si je regarde dans les ponts thermiques, en fait, je vais bien avoir. Alors, pardon, je vais juste décocher le module up qui ne m'intéresse pas. Ici, donc, j'ai que le module DPE. Et en fait, j'ai bien des ponts thermiques de plancher intermédiaire, des ponts thermiques de plancher bas, de plancher haut, etc. Même là, un pont thermique qui prend en compte le fait qu'on est sur vide sanitaire. Donc, ça, c'est tous les ponts thermiques qui sont par défaut. Alors là, ils valent 0 parce que compo non déperditif parce qu'effectivement, j'ai pas pris les bonnes compositions, mais euh, si vous prenez les bonnes compositions, ils sont pas égaux à zéro. Mais si jamais vous avez un pont thermique que vous connaissez et que vous voulez modifier, libre à vous ici d'aller chercher dans une bibliothèque n'importe quel pont thermique et de l'appliquer en fait. Vous pouvez très bien appliquer un pont thermique vous-même, manuellement, dans la méthode 3CL. Mais en revanche, gardez en tête que la plupart du temps, enfin, vous pouvez cocher cette case-là pour utiliser les ponts thermiques par défaut et qui sont, ils sont tout à fait valables. Euh, Ça, on est déjà revenu. Donc, est-ce que on a fait un peu le tour là des questions dans le thème? Alignement de maison, là. C'est-à-dire? Donc on a une question où j'ai l'impression de comprendre de la bonne manière, c'est comment ajouter simplement l'environnement paysager? J'ai toujours des problèmes d'alignement de maison. Donc effectivement, lorsque on a dessiné en plan ici notre bâtiment et ensuite qu'on veut le placer dans un environnement urbain, il peut arriver en fait qu'on veuille qu'il soit peut-être ici et lorsqu'on est allé chercher, l'adresse à un moment donné, en fait, on n'est pas pile bien, placé ici, donc tous les masses sont décalés et cetera. Et donc c'est pas facile en fait à chaque fois d'aller, retourner ici dans Situation, ça va relancer tous les calculs et on n'arrive pas à être vraiment très précis là-dessus. Ce que vous pouvez faire en fait, vous pouvez utiliser ce curseur qui s'appelle «Déplacer les masques et le fond de plan» et donc qui va faire déplacer tout l'environnement urbain et pouvoir, voilà être, précisément, placer précisément la maison ou le bâtiment,
vous souhaitez qu'il soit. J'ai l'impression que c'était cette question-là qui était posée. Ensuite, est-ce qu'on fait ça? Il y a une question là Ici, il y a une question. Manuel Baudet sur la possibilité de prolonger des segments. Effectivement, c'est une option qu'on retrouve sur AutoCAD, par exemple, si jamais on n'est pas orthonormé, donc je fais juste, hop, tac, tac. Si jamais on n'est pas orthonormé, donc là, mon bâtiment est décalé un petit peu sur le côté, et que j'ai envie de prolonger ce segment, enfin de le faire, attendez, j'essaie de trouver un exemple, mais Prolonger un segment. C'est peut-être ici oui, qu'il voilà, faut. par exemple, imaginons que j'ai une paroi comme ça, et que je veux prolonger ce segment pour qu'il aille toucher cette paroi, mais qu'il soit parallèle à ce mur. Donc là, en fait, j'ai l'outil de tracer droit, mais tracer droit, en fait, c'est que quand on est orthonormé. Et là, comme on ne l'est pas, beh, je n'ai pas d'option pour aller tracer parallèlement à cette paroi-là. Donc l'option, en fait, c'est soit de gérer la rotation de l'ensemble du bâtiment pour dire: «Bah, OK, je sais que mon bâtiment, il est pas droit, mais dans l'idée, si je le remets droit, je vais pouvoir tracer de manière orthonormée et ensuite je peux le redécaler, comme je veux». Ça, c'est un peu l'option, pas très pratique, mais pour l'instant, il y a pas vraiment il y a pas d'outil de traçage, enfin d'outil de dessin pour permettre de dessiner, parallèlement à une autre paroi. En revanche, c'est une modification, enfin c'est une amélioration qui est alors je ne sais pas si elle est en cours ou pas, mais en tout cas, on est en train de réfléchir justement à des outils pour dessiner en fait, simplement ici, depuis un angle. De dire par exemple, je veux dessiner à 3 mètres de long, mais avec un angle de, je sais pas, 15 degrés par rapport à la normale et donc en fait de pouvoir, dessiner un peu plus précisément, et aussi enfin de pouvoir dire, bah, ce segment-là, en fait, j'aimerais pouvoir le faire continuer en étant horizontal à celui-là. Donc si jamais j'ai envie de continuer ce segment et qu'il soit horizontal au début de ce segment-là, ben ça serait, ici enfin, ce serait ici par exemple, mais pour que ce soit vraiment précis, pour l'instant, il n'y a pas d'outil de dessin, enfin, sachant qu'en fait, Pléiade, c'est pas du tout un outil de modélisation de dessin de base, hein. C'est pour ça qu'il y a des outils assez simplifiés de dessin, mais qui sont pas très poussés. Mais en tout cas, voilà, c'est en cours de réflexion de pouvoir ajouter des outils un peu plus précis, de dessin. Pour finir sur ces questions à Manuel Baudet, il nous demande également si on voilà, que Louis a répondu, est-ce qu'on veut avancer sur, la qualité de nos outils de traçage? Ça peut arriver, mais on n'est quand même pas des spécialistes du traçage comme AutoCAD. Par contre, on a bien, des accroches au milieu de disponibles. Lorsque, vous voulez créer un segment, un point, si vous cliquez sur contrôle. Ah oui, c'est sur un plan AutoCAD qu'il le fait, pas sur notre plan. C'est pas sur le plan, c'est que sur AutoCAD. Effectivement, oui, si on a une image AutoCAD, je la affiche. Si jamais on veut, par exemple, alors là, par exemple, mon bâtiment, il est un peu, pas très droit. Là, c'est bon. Effectivement, quand on veut tracer depuis un AutoCAD, donc on a ici on récupère en fait les accroches magnétiques, hein, le petit carré rouge qui se prend ici sur les différents angles. Donc là, on a un angle ici et ici. Mais si j'ai envie de tracer ma cloison au centre, ici, bah, de cette bande verte, en appuyant sur CTRL, en fait, il détecte automatiquement les milieux, hein, de chaque segment, quoi. Ici, si je clique sur le milieu, beh, je peux partir donc du milieu ici. Et là, par contre, en fait, il trouve pas le milieu, il trouve le milieu de ce segment, mais il a pas le milieu de cette même paroi-là. Donc ça peut être, enfin, on peut le récupérer ici. Et des fois, il trouve un peu voilà, il trouve un peu des milieux, là où il peut, mais ici, ce serait bon, par exemple. Ouais, pensez qu'il y a toujours cet outil contrôle qui permet de chercher les milieux et sinon, bah, on prend les angles, pardon, on prend les angles du dessin, DWG.
On a une question de Serge là pour revenir sur Conductéo. Je te laisse répondre. Et j'ai de l'eau. Pardon, de soif. Pour Conductéo, donc effectivement, je l'ai peut-être pas sur cet ordinateur. En effet. Donc Conductéo, en fait, c'est une application que vous pouvez trouver sur Internet assez rapidement. Hop, Conductéo, c'est gratuit. C'est le premier? Le premier. Ah d'accord, je pensais que. Ah ok, voilà. Donc on voit ici le petit symbole, c'est bien ce symbole-là hein, qui correspond au logiciel. Donc là, on le télécharge. Bon, il faudrait d'ailleurs que je le fasse. Et ensuite, vous avez bah, la petite application sur votre ordinateur, c'est gratuit. Et à la première installation, en fait, il y a un tutoriel dans Conductéo qui vous permet de comprendre comment dessiner un premier pont thermique tout simple. En fait, c'est un tutoriel hyper bien fait, pas à pas, qui vous montre les différents outils principaux pour faire un pont thermique. Donc c'est assez facile. Enfin, moi, je connaissais pas depuis il y a quelques temps là, et justement pour présenter cet import Conductéo, je l'ai utilisé il y a 2 jours, et en fait, bah, j'ai pu faire mon pont thermique en moins de 2 minutes parce que enfin, le tutoriel était assez bien fait. Mais effectivement, oui, enfin, nous, on n'a aucun rapport avec Conductéo, hein, c'est un logiciel qui est complètement autonome de Payade, donc on n'a pas de tutoriel particulier à vous donner sur ça, mais sachez que c'est quand même assez facile de prise en main. Il y a des questions. Je crois qu'on a pas mal. Oui, j'ai un participant qui a levé la main, donc c'est Abdoulaye. Est-ce que ce serait possible d'écrire cette question? Ou alors on profitera peut-être de la fin de cette réunion pour vous laisser poser la question à l'oral. Ah, on a des nouvelles questions qui sont apparues, ok. Comment est-ce qu'on importe un fichier IFC4? Alors, j'ai pas de fichier IFC4 sous la main. Alors, peut-être que toi, tu en as. Ça fait un moment. Alors 4, je sais pas, mais j'avais. Alors, comment faire, en tout cas, dans le modeler, là. Déjà. C'est vrai que c'est dans le plan. Ah, non. Donc, sur la question de comment faire, dans le modeler, alors, il faut. Ça va ouvrir un nouveau modeler, donc il faut bien enregistrer le travail qu'on a fait entre-temps. On va dans Import BIM. Et ici, en fait, on a soit l'import IFC, donc c'est IFC3 ou IFC4, soit GBXML, donc c'est aussi un autre format de BIM, soit 2PL Mode, ça c'est un format qu'on a créé nous-mêmes depuis Revit. On a un plugin, si vous allez sur notre site internet, dans la partie téléchargement, donc dans logiciel téléchargé, on retrouve Pléiade, on retrouve le service de partage de données dont on parlait tout à l'heure, là, qui est nécessaire d'installer, et on retrouve ici le plugin Revit. Et ce plugin-là permet en fait d'améliorer bah, le fichier BIM d'améliorer la communication entre Revit et Pléiade. Donc, ça vous permet d'avoir un fichier un peu plus précis. Et donc, ce plugin-là, en fait, il a une extension qui nous est particulière qui s'appelle 2PL Mode. Donc voilà, c'est les 3 types de fichiers BIM que l'on peut importer. Alors là, j'ai un exemple, j'ai pas d'exemple pour le fichier IFC, mais j'ai un exemple pour le GBXML. Donc c'est simplement le bâtiment de notre d'Ijuba. Donc voilà, ça c'est un fichier de type GBXML. En fait, c'est juste un fichier texte hein, qui reprend tous les points de coordonnées, etc. de notre bâtiment. On fait ouvrir. Il nous propose ici les différents niveaux à importer. Donc on a le rez-de-chaussée et l'étage. Il nous fait la liste des compositions qui sont présentes sur notre bâtiment. Porte-fenêtre, mur rideau et pièces. Donc on retrouve ici le nom des pièces par exemple. Donc je vais faire charger les niveaux. Là, c'est donc le niveau rez-de-chaussée, hein. On a bien les différentes fenêtres et les différentes cloisons intérieures, etc. On a pareil au niveau étage. Donc, ouais, si je suis d'accord avec cet import, tant mieux. Si je suis pas d'accord, je peux modifier des éléments, je peux rajouter des segments, décaler des points, décaler des fenêtres, etc. Celle-là, on est vraiment dans le modeler et en fait, c'est une pré-analyse du fichier BIM. On peut le modifier, mais on l'a pas encore
finaliser l'importation. Donc on peut corriger avant de faire l'import final. C'est pour ça qu'on retrouve en fait tous les outils du modeleur ici, enfin presque tous. Si je suis d'accord avec cet import-là, je fais étape suivante pour importer les pièces. Si jamais dans votre fichier BIM, il y a le nom de pièce, ben là on récupère le bon nom. Oui, alors attends, non. Ah mince, pardon, je refais. Je me suis trompé. Hop, on va faire continuer. On revient là où on était tout à l'heure. Vous avez ici un outil. Alors, c'est vrai que souvent, là, on a une maquette qui est assez propre. Elle n'est pas parfaite. On va voir qu'il y a une petite correction à affecter, mais elle est assez propre. Par contre, ça arrive souvent que les architectes, quand ils dessinent sur Revit ou autre, en fait, ils dessinent Chacune des compositions. des parois en couche. En fait, vous allez avoir en fait une couche ici avec ici de l'enduit, ici une façade béton et peut-être ici une autre couche pour vous dire que c'est de l'isolant. En fait, souvent, vous vous retrouvez avec chaque paroi extérieure en fait est composée de de 2 ou 3 segments. Donc ça devient vite incompréhensible pour nous. Et il y a cet outil-là de fusion des murs parallèles qui permet en fait de dire ben, ce mur-là, j'ai envie qu'il soit fusionné sur celui d'à côté. Donc en fait, on suffit de cliquer sur la paroi ici et de dire ben, à chaque fois que tu détectes une composition qui est complètement parallèle, donc c'est-à-dire c'est celle-là, hein, qui est complètement parallèle à celle-ci et qui est dans les 30 centimètres. Donc là, on peut gérer hein, le seuil de tolérance. On va lui dire, tu la fusionnes. Donc là, si je fais appliquer la fusion, alors oui, bon, alors que ça ne marche pas dans mon exemple parce que ce mur-là, comme je viens de le dessiner, il n'a pas de composition. Je peux lui en affecter, par exemple, hop là. Donc, je pense que ça va fonctionner comme ça. Là. Si je le refais, voilà, ça a bien fusionné ma composition avec celle qui était à l'intérieur. Alors attention, il faut bien faire dans le bon sens. Effectivement, moi, à chaque fois, comment je fais retour ici? Là. À chaque fois que je me trompe de quel sens, mais c'est bien la paroi intérieure à sélectionner. Alors, pardon, excusez-moi, je remets, on va dire ici, mur intérieur. Hop. C'est bien la paroi, la cloison intérieure à sélectionner. Et pour lui dire, en fait, ben, je vais fusionner celle que je sélectionnée sur la paroi qui est parallèle. Donc, si j'applique ça, on verra bien en fait le trait que j'ai sélectionné qui apparaît en rode ici, qui va en fait disparaître et qui va être fusionné avec le trait extérieur. Voilà. Ça, on pourra faire la même chose ici. Bon, celle-là, comme je ne lui ai pas donné de composition, ça ne marchera pas. En fait, on peut assez vite corriger des fichiers BIM qui nous sont envoyés en dessin multicouche. Alors là, pour continuer, je vais juste supprimer celui-là et compléter. Hop là, celui-là. Donc je vais continuer donc l'import. Donc là, on a bien l'import des noms des pièces, la génération des planchers sur les deux étages. Hein. Si jamais vous voyez ici qu'il y a un niveau qui n'est pas vert mais qui est orange ou rouge, c'est parce qu'il y a sûrement un plan qui est non analysé. Si je rajoute un point ici, ça va me dire hop, le niveau plancher rez-de-chaussée, il est rouge parce que bah, si je clique dessus, erreur, le plan n'est pas analysé puisqu'ici il y a une paroi qui termine sur rien, donc c'est pas possible. Je continue l'import, hop, import des toitures. Alors l'import des planchers et des toitures, c'est souvent une étape que nous, en tout cas, enfin, nous, on la fait pas parce qu'elle n'est pas encore parfaite. Enfin, c'est rare qu'on récupère parfaitement toutes les toitures, tous les types de pentes des BIM. Là, on va quand même l'importer. On va cliquer sur fin. Donc là, on a terminé l'étape d'import. Et si on va sur le plan, ben, on a bien récupéré l'ensemble de la saisie, donc du rez-de-chaussée et de l'étage. Si je regarde dans la partie toiture, il m'a fait un petit peu des choses étranges, mais en fait, c'est parce qu'il a dessiné ici toute une ligne faîtière. Donc on voit un peu une toiture ici en double pente, mais qui n'est pas pile au milieu. Enfin, elle arrive ici. Là. Donc on a voilà, une toiture à deux pentes. Donc là, l'import, la maquette était assez propre hein, de base. Mais on voit que ici, par exemple, là, il y a un morceau rouge. Et le reste est correct. Mais ici, on voit qu'il y a en fait
il y a des traits orange qui sous-entendent qu'il y aurait une fenêtre ici, une porte-fenêtre. Et on voit ici qu'il y a un morceau qui est rouge. Donc on se dit, OK, il y a peut-être un problème ici, donc on va aller voir, sur le plan. Et en fait, à l'étage, il y a bien une fenêtre d'un côté, mais elle est pas de l'autre. Et au rez-de-chaussée, il y a une fenêtre d'un côté et de l'autre, en fait, on voit ici qu'il y a un trait qui sous-entend qu'il y a en fait 2 fenêtres superposées. Donc si je regarde un petit peu les fenêtres qui sont ici, en fait, donc je vais les décaler, volontairement pour les différencier. Il m'a superposé 2 fenêtres, dont une qui a une allège à 2,90 m. En fait, dans le fichier BIM, la fenêtre, elle était à l'étage, mais lui, il l'a mal compris et en fait, il a juste vu que c'était une fenêtre qui était au rez-de-chaussée, mais avec une très grande allège qui correspond à la hauteur du niveau. Alors qu'en réalité, c'est pas ça. En fait, on va donc supprimer cette fenêtre-là et aller juste, bah, mettre la même à l'étage, quoi. Donc là, c'est laquelle? C'est celle-là. On va juste la mettre ici à l'étage avec une allège, bah, à 0. Là, normalement, bon, elles sont pas alignées, hein, je les ai pas bien alignées, mais dans l'idée, voilà. On a assez facilement vu, grâce aux avertissements, hein, que la fenêtre était, pas au bon endroit, quoi. Si je fais juste un retour, pour remontrer l'erreur. Hop, je vais la décaler volontairement. Bah, cette partie rouge-là, il y a écrit «ouverture trop grande», simplement parce qu'en fait, bah, la fenêtre, elle essaie de dépasser le niveau et donc si on baisse de niveau, on voit en fait que, bah, j'ai une fenêtre qui est pas du tout, bien positionnée, quoi. Donc ça peut être assez pratique, hein, ça a aussi l'avantage de Pléiade d'avoir une visualisation 3D, c'est que, bah, la détection d'erreurs se fait de manière assez simplifiée. Et donc sinon, pour importer un IFC, donc là, c'était pardon, un GBXML. Pour importer un IFC, c'est exactement la même chose. Alors, j'en ai pas sous la main, mais en fait, il suffirait d'aller chercher un fichier IFC et ce serait exactement la même interface que ce qu'on a vu tout à l'heure. Est-ce qu'on répondrait pas à la question de Daniel? Peut-être que c'est pour ça qu'il a Oui. levé la main. Oui, effectivement, c'est que, monsieur Abdoulaye Diallo, vous avez levé la main tout à l'heure et effectivement, vous aviez posé une question, mais on n'est pas sûr d'avoir bien compris. C'était comment saisir un plancher qui est uniquement lié d'un côté, enfin, sur un côté d'une paroi, mais pas sur le reste. De ce qu'on a compris nous, c'était un cas où, bah, j'ai plus rien, c'est pas très grave. Hop là, je remets juste décomposition par défaut. Dans le cas où on a une pièce, par exemple, et en fait, dans cette pièce-là, on a une plateforme ici, je vais le dessiner comme ça. On a une plateforme qui a bien un plancher, mais tout le reste n'a pas de plancher. Donc en fait, on a un étage avec juste, bah, voilà, comme une mezzanine en quelque sorte. Donc là, actuellement, si on regarde dans la 3D, bah, on a 2 niveaux avec du plancher partout et des cloisons. Et si on veut faire en sorte qu'il y ait uniquement ce plancher-là, donc qu'il y ait plus de cloisons et plus de plancher ici, on va utiliser cet outil-là, donc de statut des planchers et des murs, pour dire que certains planchers et certains murs sont ouverts. Donc pour les planchers ouverts, c'est la 2e et 3e solution. Ces 2-là sont identiques pour les planchers. Si je clique sur un plancher, ben ça ouvre le plancher. Donc si on regarde sur la 3D, ce plancher n'existe plus. Et pour les parois, il y a 2 options. Il y a une option pour séparer des pièces et une option pour séparer des planchers. En fait, soit on va garder le même nom de pièce, soit on va garder deux noms de pièces différentes. Donc là, moi, j'ai envie de garder 2 noms de pièces différentes. Et je vais cliquer sur mes parois et vous voyez que ça les met en rouge. Et simplement, là, on a donc un plancher, pas de paroi et pas de plancher ici. Sur la 3D, j'ai cette espèce de mezzanine qui apparaîtrait. Du coup, j'ai plus de plancher et plus de cloison. Alors, on pense que c'est ça la question. Ouais, on n'est pas sûr, mais voilà, monsieur Diallo, confirmez-nous si c'était bien ça l'objet de votre question. Et après, c'est vrai que ça peut, enfin, c'est souvent un sujet un peu à débat, ces ouvertures de parois. Donc, si jamais que certains d'entre vous avaient
des questions sous-jacentes à cet outil-là, n'hésitez pas à nous les poser. Il y a une question sur intégrer Carnaval. Comment on l'intègre dans le logiciel Pléiade? Alors, Carnaval, c'était un module qui était payant avant et qui maintenant, en fait, on a décidé de le passer gratuit puisqu'il y avait on n'a plus vraiment trouvé de raison de le laisser payant. Avant, alors je sais plus où c'était avant exactement, mais en tout cas maintenant, quand vous faites l'import de la situation ici, en fait, le module Carnaval, il est implicite quand vous cochez. Ça dépend de ton module de calcul. Alors attendez, parce on a plus. Ah oui, ça dépend du module de calcul, pardon. Là, on n'a pas de module de calcul, donc il n'y a pas de nécessité. Donc là, je reviens. Hop. Dans ici, la case Apporter l'horizon, en fonction d'où on se place, si je vais aller à un endroit un peu montagnard, peut-être par là, par exemple. Si on fait OK, là, le logiciel il réfléchit un petit peu. En fait, il importe automatiquement l'horizon. En fait, le module Carnaval, ben, on le voit ici là, qui est en train de se charger. Enfin, il est intégré directement dans le modeleur. En fait, il n'y a pas besoin de quoi que ce soit pour l'utiliser. Ça prend un peu de temps en fonction du nombre de masques. Mais voilà, il est vraiment intégré et enfin, il est devenu complètement gratuit, quoi. Est-ce qu'il y a une autre question juste orale en attendant qu'il charge? Forcément, je me suis mis en plein dans les Alpes, donc ça prend un peu de temps. D'intégrer le masque d'un acrotère à partir de la modélisation sur un héliodon et ensuite sur la production solaire et photovoltaïque. Alors, sur les masques d'acrotère, alors attendez, le calcul s'est lancé, je répondrai juste après. Donc là, on ne voit pas le résultat de Carnaval. En fait, on le voit uniquement si on ne clique pas sur le logo ici, donc du pointeur géographique, mais sur Situation en bas. Et ça nous ouvre en fait là la partie horizon uniquement. Donc là, j'ai récupéré l'horizon depuis mon adresse qui était ici quelque part vers Annecy. Et donc voilà le résultat du calcul de l'horizon via Carnaval. Si jamais je change, je veux, je sais pas, je veux changer quelque chose, ou alors je me suis trompé, j'ai appuyé plein de fois pour modifier des points, je peux recliquer ici pour relancer le calcul de l'horizon. Je ne suis pas obligé de repasser par toute la partie géographie ici, quoi. Je peux juste relancer en cliquant ici sur calculer l'horizon. Donc pour cette partie-là des acrotères, on a fait une foire aux questions sur le sujet Doc Isubar. Si vous tapez acrotère, on a fait une foire aux questions ici sur comment saisir des acrotères sur une toiture terrasse. Alors il y a plusieurs options, il n'y a pas vraiment en fait, les acrotères en fait, ils ont aucun ils ont aucun aspect thermique. Ils sont pris en compte dans les ponts thermiques des planchers hauts, mais par contre, thermiquement, enfin, ça sert à rien de les modéliser. Donc en fait, on n'a pas du tout prévu de faire d'options de dessin particulier pour les acrotères. Mais par contre, pour les ombrages photovoltaïques, effectivement, ça peut être important de le saisir. Donc on a ici montré deux, trois astuces pour modéliser des acrotères. Il y en a, enfin, en fait, chaque astuce a un petit peu son point de vigilance, parce que des fois, ça peut augmenter la surface des perditives, etc. Donc voilà, on vous a listé les différentes manières de faire. Donc je vous invite à aller sur notre documentation et de taper acrotère. Je vais pas reprendre les différents points ici, hein. Normalement, c'est assez bien expliqué. Faites juste une recherche ici, hein, acrotère, avec l'accent, attention. Et c'est la fac numéro 23. Petite question assez simple ici. Comment orienter un fond de plan? Alors, C'était quand? pas si simple. Comment la question, Comment orienter un fond de plan? En fait, on ne peut pas orienter le fond de plan. Le fond de plan, par défaut, c'est lui il est fixe, quoi. Et en fait, c'est notre bâtiment qui va être ajusté en fonction du fond de plan. C'est-à-dire que si jamais, je reprends l'exemple de ma maison là, tac, tac, tac.
on va faire ça de manière... Le fond de plan, peut-être qu'il n'était pas au nord aussi. alors, hop, je repars d'un truc nouveau. Je reprends mon rez-de-chaussée là, de maison. On a le dessin donc, du rectangle. Hop. On a notre pièce là. Je vais juste lui mettre décomposition. Donc là, on a notre maison. Et on a importé le fond de plan. Donc là, c'est très bien, ça coïncide. Parfait. Si par contre, je tourne ma maison de 15 degrés, parce que en fait, c'est comme ça que j'ai dessiné, et que ensuite, je décide d'importer le fond de plan. Donc là, j'importe le fond de plan. Tac. En fait, le fond de plan, lui, il va être droit. Et on ne peut pas tourner le fond de plan. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est tourner donc ma maison. Je peux la retourner de moins 15 degrés pour que ça corresponde au fond de plan. Et ensuite, je vais aligner le nord pour que le nord il corresponde bien au bon emplacement. Mais dans la logique des choses, en fait, le premier réflexe à avoir, c'est que dès qu'on ouvre un nouveau Pléiade, en fait, on va pas dessiner en partant de rien. Là, dans la logique, on dessine à partir d'un fond de plan. Donc en fait, le premier réflexe à faire, c'est d'abord j'importe le fond de plan. Et en général, les fonds de plan, ils sont orthonormés. Donc là, je vais supprimer ça. J'ai importé mon fond de plan. Il est orthonormé. Je dessine orthonormé. Et si jamais, là, ma maison, en fait, le nord, il n'est pas du tout, vers le haut, il est sur le côté, comme c'est écrit sur le fond de plan, mais là, je vais pouvoir modifier l'orientation de mon nord et mettre moins 90. Mais voilà, il faut bien penser qu'on dessine après le fond de plan, enfin, après import du fond de plan, et du coup, en fait, on ne peut pas faire pivoter le fond de plan. Par contre, on peut faire pivoter l'ensemble de ma maison. Donc voilà, on peut demander aux personnes avec qui on collabore de recevoir plutôt des plans qui sont orthonormés. Voilà. Généralement, ils sont sympathiques et ils recalent un petit peu leurs plans. Il y a une question ensuite de Benjamin là, sur est-ce qu'on peut tracer une ligne à partir du milieu d'une ligne? Et ça fait aussi partie des petites, comment dire, des petits ajouts en tout cas, que moi j'aimerais bien qu'elle voit le jour, de celle dont je vous parlais tout à l'heure, là, de pouvoir dessiner en précisant l'angle, etc. Ou alors de pouvoir garder cet angle-là, mais poursuivre, montrer jusqu'à ce qu'il touche ce segment, etc. Ça fait aussi partie de ces petites améliorations-là. Je sais, actuellement, donc elles sont en cours de réflexion de savoir si c'est possible et facilement réalisable ou pas. Mais pour l'instant, il y a pas d'option pour trouver le milieu, enfin pour prendre le milieu de ce segment-là. Pour l'instant, il suffit juste afficher la longueur et simplement dessiner ici à la main, mettre je sais pas, les 3 points. Ça, hein. Les 3,95 m pour trouver le point du milieu du segment. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de. C'est vrai que c'est un peu délicat enfin, si jamais on est comme ça. Hop. Là, pour tracer le milieu de ce segment, c'est un peu délicat parce qu'on n'a pas de. On peut pas se mettre pile sur l'angle du tracé. Faut y aller un petit peu à tâtons. Et je suis conscient que c'est pas parfait actuellement pour trouver le milieu d'un segment, mais voilà, voilà, sachez que c'est une demande qui est en cours et que je pousse un peu les développeurs pour que ce soit fait. Alexandre Benedette qui demande si on peut déplacer une paroi déjà tracée sans devoir la supprimer. Complètement. Imaginons que ici, là, alors c'est pas un bon exemple, mais tac, 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 ici. J'ai tracé Oui, mais pas au milieu, pardon. ici, là, mon segment, hop. Cette paroi-là, en fait, j'aimerais bien la mettre ici. Donc, je peux simplement sélectionner mes points et déplacer mes 2 points. Alors forcément, si je les déplace ici, ça va déplacer, on voit avec les pointillés rouges, mais je peux le faire de manière orthonormée, donc en maintenant la touche Shift, je peux les déplacer donc sur cet axe, et non, ça marche pas, et hop, je peux donc l'emmener ici, pile au milieu, et lâcher. En fait, ça l'a un petit peu décalé.
à cause de l'accroche magnétique, ça m'a un petit peu décalé mon histoire là, mais donc je maintiens Shift pour la faire de manière orthonormée, et là en fait je le décale sur cette cloison-là. Donc j'ai bien juste décalé mes 2 points sans les supprimer pour les retracer. Ça peut être la même chose sur, enfin juste le fond de plan, ça peut être la même chose sur une paroi extérieure, hein. Si jamais je veux la décaler, ben, en fait je peux appuyer sur Shift et ici la décaler vers le bas par exemple. Donc on peut ici sélectionner un point ici, par un contrôle. Je peux déplacer ces 2 points en même temps. Bon, je ne sais pas trop pourquoi je voudrais faire ça, mais dans l'idée, voilà, on peut décaler ces 2 points en même temps, quoi. On peut faire une sélection un peu libre, celui-là, et celui-là, par exemple, ben, tout cela, on les décale. Hop, on les décale comme ça. On a aussi une option sur le décalage des points. Hop, si je dessine ça là, si ce point-là, en fait, parce que j'ai mal tracé, il est pas, hop là, il est un petit peu décalé. On va le voir sur ma 3D, qu'il y a un point, alors on va peut-être pas le voir en fait. Pourquoi on le voit pas? Si là on le voit là. Voilà, c'est très léger, mais on voit qu'il y a un tout petit décalage ici. Ici, là, il y a un petit décalage. Bon, c'est de quelques millimètres, donc ça ne se voit pas. Mais en fait, je vais pouvoir sélectionner ce point et dire aligner les points. Il m'a dit un point est déplacé, et donc là maintenant, normalement, alors, je ne sais pas si ça se voit ou pas, mais bon, le décalage était trop infime pour que ça se voit, mais normalement, il est bien pile d'aplomb. Pour vérifier si jamais d'ailleurs votre dessin est pile d'aplomb, ben, en fait, vous pouvez afficher non pas le fond de plan, mais afficher un autre niveau en tant que fond de plan. Donc si je vais à l'étage, je peux dire ici, je veux afficher en fait le niveau inférieur. Donc en cliquant sur niveau inférieur, si par exemple je décale, hop, c'est cloison, ici j'ai un trait en filigrane bleu qui correspond en fait à ce qui est dessiné en bas. Donc si je veux que mon étage soit parfaitement à l'aplomb par rapport au rez-de-chaussée, ben, je décale ce point et je le mets, hop, ah pardon, j'ai enlevé les accroches magnétiques. Je le remets. Donc, je prends ce point et je peux le décaler sur l'accroche magnétique du niveau d'en bas, et je vais faire la même chose ici sur l'accroche magnétique. Donc là, les 2 niveaux sont parfaitement d'aplomb. Ça, c'est assez pratique hein, quand on dessine pas mal de bâtiments avec pas mal de niveaux où certains, il y a des petites différences à droite et à gauche, etc. Et voilà, on applique cette notion-là et on voit bien tout le filigrane du niveau du dessous. Donc ça peut être bien pour dessiner parfaitement d'aplomb et pas qu'il y ait des parois, des planchers intermédiaires qui soient créés alors qu'ils n'ont pas lieu d'être, etc. Oui, désolé, mais des fois il y a des messages ça fait 15 minutes qu'ils ont été posés, mais on n'a pas, enfin, ils mettent un peu de temps à Ouais, l'actualisation est un peu s'actualiser. lente. Une cloison virtuelle qui coupe une menuiserie. Alors, ça pose pas nécessairement un problème, mais ça dépend du cas. Hop, on va mettre une menuiserie par défaut. 5,32 m, on va faire 2,40 m et 5 mètres. Hop, imaginons que j'ai une grande menuiserie ici, là. Donc sur ma 3D, j'ai cette menuiserie-là et pas de problème, elle est bien prise en compte. Par contre, si jamais je veux mettre un masque, imaginons que je sais pas, j'ai une casquette sur la moitié de la fenêtre, mais pas sur l'autre moitié, par exemple. Ici, je vais mettre un point pour mettre hop, un masque, ça là, hop, une casquette. Et là, je vais sur la 3D et effectivement, elle apparaît en rouge et elle n'existe plus ici, ma menuiserie. En fait, quand on met un point de construction au milieu d'une fenêtre, le logiciel il est obligé de reporter la fenêtre sur une paroi, donc sur un segment de cette paroi-là. Donc en fait, là, il y a un point à peu près au milieu. Donc le logiciel, il prend la menuiserie et en fait, il affecte cette menuiserie soit à cette cloison, soit à celle-là. Mais ma menuiserie elle est tellement grande qu'en fait, en termes de surface, la cloison de droite ou de gauche ne sont pas assez grandes pour accueillir toute la surface de la menuiserie. Et c'est pour ça qu'il met une petite erreur ici et menuiserie trop large.
Donc ça fonctionne si jamais j'avais une menuiserie ici qui était un peu plus petite. Donc si je fais largeur 1 mètre, par exemple. J'ai ma menuiserie qui est au milieu. Je ne pas. Pas. C'est parce que j'ai mis un masque, je pense. Oui, pardon, si je la coupe avec une cascade, ça ne fonctionne pas. Mais là, le point de construction, je peux avoir ce point de construction nécessaire pour, je sais pas moi, pour délimiter un plancher ici, peu importe, hein, une pièce, quoi. Ou même si pour me dire que, je sais pas, comme tout à l'heure, l'exemple de la mezzanine, là, j'ai envie de dessiner une mezzanine ici. Hop. Mais j'ai une fenêtre à cheval sur la mezzanine. Et je vais avoir donc ce cas-là. Mais là, il ne l'accepte pas. Alors, est-ce que c'est un problème d'allège? Non. Je la modifie. Il faut garder en tête que dans un cas classique, la menuiserie, si elle peut être répercutée à droite ou à gauche, ça fonctionne. Mais là, dans le cas, pareil, dans le cas où en fait on a un plancher qui est coupé, enfin le plancher coupe la menuiserie en fait, et il va me couper cette menuiserie en deux. Et si par contre on est sur un cas un peu plus classique, où là donc j'ai une fenêtre qui est coupée par un point de construction en plein milieu du mur, ben, elle va être reportée sur un mur ou l'autre. Là, hop, dans la 3D, ça a bien fonctionné en fait. On voit ici là un peu en filigrane hop, si je mets les contours. On voit ici le trait de construction, le point de construction, enfin le trait qui correspond au point de construction. Donc j'ai un segment d'un côté, un segment de l'autre. Mais comme ma fenêtre elle est reportée sur une des deux parois et qu'il n'y a pas il y a pas de plancher, il n'y a pas de casquette, etc., qui viennent fausser qui viennent couper en fait ma fenêtre, on peut la laisser comme ça. Mais si jamais il y a autre chose que juste un trait de construction, ou alors que la fenêtre est trop grande pour être répercutée sur une ou l'autre des parois, ben, je ne vais pas avoir d'autre option que de couper ma fenêtre en deux. Tout simplement, plutôt que de dire, donc là, si je reprends l'exemple de ma casquette, hop là, ma casquette d'1 mètre, hein, donc ici, donc là, on voit que la menuiserie elle est trop large parce qu'elle est coupée sur cette partie-là. En fait, j'ai pas d'autre option que de dire, cette menuiserie, en fait, elle fait 50 cm d'un côté. Hop, donc je le mets d'un côté du point de construction et je mets la même de l'autre côté. Voilà, elles sont pas touchées, mais on peut les mettre rapprochées. De dire, bah voilà, j'ai deux menuiseries de 50 cm, ce qui viendra au même qu'une seule menuiserie d'1 mètre, quoi. Dans certains cas, on n'a pas d'autre option que de la couper en deux. Question. Sur du 3CL, je crois qu'on va peut-être pas y répondre, c'est sur par rapport au scénario de travaux. Ouais, alors effectivement, c'est pas trop le thème. Enfin, je vois que l'heure tourne, il est déjà 11h30. On va peut-être répondre à une petite dernière question qui serait en thème avec la saisie. Ça On avait une personne justement qui se demandait par rapport au plan qui était pas orthonormé, est-ce qu'on avait une méthode pour retrouver l'angle d'inclinaison pour se remettre en orthonormé? il y a pas il y a pas de méthode, il y a une astuce, c'est pas vraiment une méthode. L'astuce, c'est si jamais on change, hop là, on se met à 22 degrés, on ne sait pas qu'on a fait 22 degrés. En fait, avec le nord ici, on peut, on peut vérifier si on est bien orthonormé ou pas, en fait. On va pouvoir se mettre, on sait que ça va être en négatif, et on voit que je peux aller ici, hop, hop, saisir, pardon, hop. Je peux ici faire pivoter mon bâtiment et voir que, bah, au moment où on est pile parallèle, alors là, bah, ça peut être 21 ou 22, quoi. Au moment où on est pile parallèle à la flèche du nord, bah, en fait, on sait que c'est 22. Parce que là, on est pile parallèle. C'est une astuce qu'on utilise nous, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de, il y a pas, il y a rien qui peut vous indiquer que si vous êtes à -56, bah, comment remettre cette paroi-là parfaitement horizontale. Il n'y a pas il y a pas de fonction toute faite pour ça.
Juste, je reviens sur la question 3CL. Je vais pas y répondre, mais je vais vous donner la réponse indirectement. Si vous allez dans la documentation, on retrouve ici tutoriel vidéo, tutoriel module de calcul. Si on descend là, on regarde dans le sommaire, quoi, on voit ici qu'il y a audit énergétique et DPE méthode 3CL. Donc il y a quelques webinaires et ici dans audit énergétique, il y a une vidéo pour la maison individuelle et une vidéo pour les appartements. Et en fait, dans cette vidéo-là, vous allez retrouver la réponse à vos questions sur la partie saisie, etc. Enfin, sur la partie saisie du module, enfin, de la 3CL, quoi, sur les différents scénarios de travaux, etc., comment les faire. Vous allez voir qu'il y a deux façons de faire et donc tout est expliqué dans ces deux vidéos-là. On a une dernière petite question sur les parois et les murs vitrés. On a une option. Ah oui, effectivement. Je la retrouve, mais il y a une option. Donc, La par question. exemple, la question c'est, est-il possible de dessiner une paroi totalement vitrée ou un mur vitré? Donc, par exemple, si je voulais qu'ici, ce segment de 2,78 m soit totalement vitré, ce que je peux faire ici, donc je vais sur l'utilitaire pour créer et poser mes fenêtres. Et on a une coche ici qui s'appelle entièrement vitré. Et dans ce cas-là, on va aller chercher notre segment et on va aller poser notre fenêtre. Donc cela permet d'avoir l'entièreté de la paroi vitrée sans souci justement de ne pas respecter la surface de ce segment avec les cadres, etc. Là, tout est entièrement vitré. Le comble sculpte. Après, je mets la toiture. Et voilà, du coup, la fenêtre est ouais, 100% vitrée. Et ce qui d'ailleurs amène à un cas où parfois vous avez un bâtiment. Alors, je reprends juste. Par contre, on a un pignon vitré. On a par exemple un cas comme ça, là. Hop, je vais le dessiner ici. Avec une toiture. Hop, faire ça comment? Je vais essayer de faire ça rapidement. Hop, on va faire ça comme ça. Hop là. Donc on aurait un bâtiment en fait avec. Wow, c'est pas. Qu'est-ce que je fais? Je sais pas trop. Euh, ouais, c'est bizarre. Je sais pas pourquoi ça m'a pas aligné mes niveaux. On aurait un cas comme ça là. Une, un cas où si j'enlève. Hop là, je fais cacher l'objet. On a donc en fait c'est pas un comble, enfin c'est une maison avec des combles sous rampant. Si je cache ça, voilà, on a juste des combles sous rampant. Et je voudrais qu'en fait ces deux triangles-là soient vitrés. Ce serait par exemple le cas où on a en fait je vois, une grande façade vitrée ici, mais qu'il y a les pignons triangulaires qui soient vitrés ici. Et ça, c'est aussi possible. Si jamais j'affecte ici une fenêtre par défaut entièrement vitrée, donc à mon étage et à mon rez-de-chaussée, ben, sur la 3D, au début, sur la 3D, j'ai bien l'ensemble de mon pignon qui est vitré. Et donc ça permet voilà, de faire enfin, on voit ça souvent sur des petites maisons individuelles qui veulent un pignon bien vitré sur les combles sous rampant, enfin pas sur les combles du coup, mais sur les toitures sous rampant. Alors par contre, on peut pas, effectivement, des fois la fenêtre, elle va pas tout en haut, elle descend un peu plus bas, donc il y a une partie un peu opaque ici. Ça, ça va pas être possible de le dessiner. Mais dans le cas où la fenêtre va jusque au début de la toiture, ben, c'est possible de faire ces fenêtres triangulaires. Ou trapézoïdales, hein, peu importe la forme d'ailleurs. En revanche, si vous avez une fenêtre ici triangulaire, mais qui ne fait pas toute la taille, ben, en fait, la seule solution, c'est de se dire, OK, très bien, j'ai pas de fenêtre ici. Enfin, je vais mettre des fenêtres, mais ma fenêtre, dans la réalité, elle fait 2 mètres carrés. Ben, simplement, on va mettre une fenêtre ici qui fait, alors peut-être pas 2 mètres carrés, on va dire que ma fenêtre, elle fait 50 centimètres carrés. Ben, je vais mettre une fenêtre fenêtre comme ça, quoi. Je vais mettre une petite allège. J'ai une fenêtre là, une fenêtre là. Donc elles sont pas triangulaires, mais elles font bien 50 centimètres carrés chacune. Peu importe qu'en réalité elles soient triangulaires ou pas, en fait. Dans les calculs,
Si vous faites un calcul réglementaire de RE 2020, la fenêtre, quand elle est envoyée au moteur de calcul, elle a juste une surface en fait qui est envoyée au moteur. La taille, qu'elle soit triangulaire, ronde ou carrée, en fait, peu importe, le moteur, il s'en fiche. Et le calcul du masque, enfin, si, je vais me dire, oui, mais s'il y a un masque proche, et, enfin, c'est vrai, hein, si jamais ici on dessine un masque, pardon, si on dessine un masque qui fait 10 mètres de haut, effectivement, dans la 3D, si on regarde l'ombrage que fait le masque sur mes fenêtres, bah, des fois qu'elle soit, alors là, j'ai un petit peu exagéré sur mon masque, mais euh, des fois que la fenêtre soit ronde ou carrée ou triangulaire, ben, le masque, euh, mon masque ici va peut-être pas faire, enfin, va faire de l'ombre. Voilà, là, par exemple, hop. Là, si elle était triangulaire, ben, il n'y aurait pas d'ombre sur la partie supérieure de la fenêtre. Alors que là, comme elle est carrée, ben, l'ombre, elle est entièrement sur la partie, elle couvre complètement la fenêtre. Mais en réalité, le calcul, il est pas fait comme ça. Le calcul, il est fait par rapport au centre de la fenêtre. Donc à partir du moment où le centre de la fenêtre est ombragé, l'ensemble de la fenêtre est ombragé. Donc si vous avez une fenêtre triangulaire qui serait ici, bah, il faut juste que le centre de votre fenêtre carrée soit à peu près au centre de la fenêtre triangulaire, et en fait dans les calculs, ça changerait strictement rien. Une dernière question. Voilà. Bon, allez, vraiment dernière question. Comment créer une porte-fenêtre? Dans Pléiade, les portes et les fenêtres, c'est combien? À partir du moment où il y a un vitrage, c'est une fenêtre. Donc toutes les portes intérieures ou extérieures qui sont vitrées, en fait, vont être considérées comme des fenêtres dans Pléiade. Donc quand j'ai ici ici elle s'appelle vitrage, etc. Blabla, c'est bien ici coché comme une fenêtre, parce que si c'était une porte, il n'y aurait pas de moyen de mettre une partie vitrée. Alors qu'une fenêtre, si jamais vous avez même une fenêtre qui est un peu particulière, qui a une partie opaque et enfin une porte-fenêtre pardon qui a une partie opaque et une partie vitrée, ben, vous allez même pouvoir la dessiner, de vous dire que, je sais pas, moi, c'est ma porte-fenêtre. Il y a il y a une traverse ici elle est plutôt en haut. Toute cette partie, elle est opaque, mais par contre, le haut de ma porte-fenêtre est vitré. Donc là, vous allez pouvoir la dessiner comme ça, même lui rajouter, je sais pas moi, dire, c'est pas ça que je voulais faire. Hop, il y a en fait une petite partie vitrée ici, pour X ou Y raison, là, une fenêtre un peu artistique avec plusieurs vitrages, ben, vous allez pouvoir la modéliser comme ça. Et ensuite, bah, laisser les calculs, bon, je passe pas le détail, mais voilà, saisir cette fenêtre telle quelle. Bon, je peux annuler parce que je n'ai pas de valeur renseignée, mais ça sera votre fenêtre ou votre porte-fenêtre, en fait, peu importe. À partir du moment où sur le plan, quand vous dessinez, quand vous appliquez une porte-fenêtre, vous pensez bien mettre une allège à 0, en fait, ma fenêtre, ce sera enfin, l'équivalent d'une porte-fenêtre. Il suffit juste de préciser l'allège à 0 ici. Voilà, donc, pas de distinction entre une fenêtre et une porte-fenêtre. Ok, voilà pour ça. Bah, j'espère que cette première rendez-vous Pléiade vous a intéressé. N'hésitez vraiment pas à envoyer. Alors c'est moi qui vous ai envoyé un mail pour vous donner le lien d'inscription. Donc n'hésitez pas à me faire un retour sur si ça vous a plu, si ça vous avait, enfin, est-ce que c'était trop court, trop long, trop rapide. Peu importe. N'importe quel retour, en tout cas, je les lirai et j'en tiendrai compte pour les prochains. Ou si jamais vous avez trouvé qu'il n'y avait pas, effectivement, il n'y a pas beaucoup d'interaction entre vous et nous, puisqu'il y a juste ce format de questions-réponses. Mais voilà, en fait, dans l'idée, on a prévu que ce ne soit pas vraiment limité en termes de nombre d'utilisateurs. Donc, on ne savait pas trop si vous allez être 10 ou 150. Donc, on a préféré adopter ce format où c'est plutôt unilatéral, on va dire, comme format. Mais voilà, n'hésitez pas à nous dire si c'était bien, pas bien. Ce serait intéressant pour nous, en tout cas, d'avoir vos retours. Euh, Normalement, on a bien enregistré l'ensemble de ce rendez-vous-là. Donc, si jamais vous êtes intéressé pour réécouter une explication qu'on a donnée, etc., on va la poster, je pense,
Ben, là où je vous ai mis tout à l'heure, ici, dans la partie tutoriel vidéo, dans une de ces parties-là, je ne sais pas encore où exactement, mais on va la mettre ici en tout cas, euh, pour que d'autres puissent avoir accès à cette information-là, enfin, puissent voir un peu à quoi ressemble ce format-là. C'est tout nouveau pour nous de mettre ce format-là, donc, enfin, de faire ces rendez-vous Pléiades. Donc peut-être qu'ils seront amenés à être modifiés, hein, à l'avenir. On ne sait pas encore. On va essayer de s'adapter à vos besoins et à vos retours. Donc voilà, en tout cas, merci à vous d'avoir participé.